Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision, une édition très riche en actualité, un débat tout à l'heure qui s'intéressera au conseil régional et à son comité de direction en particulier, et puis notre page culturelle qui sera entièrement consacrée à la programmation de Paléo. 150 familles vaudoises se disent prêtes à accueillir un migrant chez elles. L'organisation suisse d'aide aux réfugiés a reçu toutes ces offres et face au succès rencontré dans notre canton, elle a décidé de passer le témoin à l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Pour en parler, on vous retrouve Florian Cavalieri. Vous êtes justement dans les locaux de l'EVAM. Jessica Bollman et Vika Simidis, bonjour. 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 Vous êtes respectivement chargé du projet Héberger un migrant et chargé de communication de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants qui reprend les dossiers de l'EUSAR, c'est-à-dire l'hébergement des demandeurs d'asile dans les familles vaudoises. Expliquez-moi ce transfert de dossiers. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que Vaud est le premier canton à avoir réuni sous le même toit un migrant et une famille. Et donc, nous avons pu accumuler de l'expérience dans la collaboration avec l'EUSAR. Et à travers ce partenariat, nous avons fait certains constats qui nous ont amenés justement à reprendre ce projet aujourd'hui. Depuis 2015, ce sont près de 150 dossiers qui sont en attente ou qui sont en traitement. Et on peut dire que l'EUSAR était victime de son succès. Victime de son succès, je ne sais pas, en tout cas, a eu énormément de succès, effectivement. Et je pense qu'il ne pouvait pas se rendre compte le nombre de familles qui allaient être intéressées par ce projet. Alors, plus précisément, sur le district de Nyon, ça représente combien de dossiers, combien de familles qui accueillent justement un migrant ? Alors, à l'heure actuelle, sur le district de Nyon, c'est 4 familles pour 6 migrants. L'objectif, évidemment, c'est une meilleure intégration, une meilleure connaissance de la langue, peut-être des us et coutumes de Suisse. Finalement, quelle est la plus-value pour l'EVAM ? Alors, la plus-value pour l'EVAM, qui travaille pour l'intégration de ces bénéficiaires, c'est justement d'offrir un tremplin à certains migrants qui ont de fortes probabilités de rester durablement en Suisse, de pouvoir bénéficier à travers ce placement d'un tremplin pour l'intégration. Donc on a pu se rendre compte à quel point, à travers cette expérience justement qui avait commencé en mars l'année dernière et qui se poursuit d'ailleurs à ce jour, ce migrant est toujours dans la même famille, qu'en une année, c'est quelqu'un qui a trouvé ses repères ici, qui parle un français d'un très bon niveau et qui en plus fait la traduction pour d'autres migrants qui sont arrivés en même temps que lui. Alors j'imagine que ça favorise peut-être aussi l'accueil définitif de ces migrants. Est-ce que c'est sur la base du volontariat aussi par rapport à ces migrants et pourquoi ils ont envie de se mettre dans ce programme ? Oui, c'est du volontariat des deux côtés. Donc, c'est des demandes des familles et c'est des migrants qui sont volontaires. Ils n'ont aucune obligation à aller dans les familles. Et puis, généralement, c'est des personnes qui aimeraient pouvoir connaître des gens en Suisse, créer du réseau, créer du lien, avoir une facilité d'intégration, comme l'a dit ma collègue, et puis qui désirent aussi apprendre le français le mieux possible, le plus rapidement possible. Si on revient sur le district de Nyon, héberger un migrant, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça pourrait représenter dans le futur ? Vous tablez par exemple sur combien de familles d'accueil ? C'est très difficile à savoir parce qu'on travaille à la demande. Actuellement, on a une trentaine de familles en attente sur tout le canton. Ça arrive tous les jours et ça représente 6 familles en attente dans le district de Nyon. Ça pourrait très bien prendre d'autres proportions dans le futur. S'il y a des familles volontaires, elles peuvent s'inscrire directement, j'imagine, sur le site de l'EVAM ou prendre rendez-vous avec vous ? Tout à fait. Et quels sont les critères pour une famille d'accueil ? Alors, les critères actuellement, c'est principalement avoir un transport en commun qui est relativement proche du lieu d'hébergement. C'est avoir une chambre meublée et salubre, bien entendu, avec une fenêtre, ce qui paraît normal. Nous n'avons pas le critère spécifique de la salle de bain parce qu'on pense que c'est les personnes qui doivent décider entre elles si oui ou non elles aimeraient cohabiter à ce niveau-là. Vika Simidis, l'accueil des migrants sur le district, ça se passe bien. Il y a eu cette ouverture de cet abri PC à Cran-Près-Céligny. Quels sont les retours pour l'instant pour l'EVAM ? Écoutez, on n'a pas de problème dans le district. D'ailleurs, comme dans l'ensemble du canton, les relations de cohabitation avec le voisinage sont bonnes. Donc, tout va bien.
Tout se passe bien. Jessica Bollman, Evie Cassimidis, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairés sur ce projet Accueillir un migrant. Le VVF restructure et cela a des conséquences dans la région puisque le siège du VVF se trouve, je vous le rappelle, à Gland et ce sont beaucoup d'emplois qui sont menacés, on parle de plus d'une centaine. Alors Gérald Cretonnier, vous êtes le syndic de Gland, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'emploi dans la région et à Gland en particulier. Alors bien entendu, le départ semble-t-il annoncé, parce que pour l'instant, je le répète encore, nous n'avons, nous personnellement, au niveau de la commune, encore aucune indication précise de ce qui va se passer. C'est énorme. Il y a quand même un certain nombre de personnes, de familles qui sont installées ici, qui, dont l'un ou les deux membres travaillent dans cette institution. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait aussi quelque part une zone de compétence qui s'était établie à Gland entre en particulier le VVF et l'UICN. Alors est-ce que vous ne craignez pas justement que d'autres ONG, vous avez mentionné l'UICN, ne suivent le mouvement ? Écoutez, je pense que c'est deux structures quand même extrêmement différentes. L'une étant soutenue par les États et venant de construire également un tout nouveau bâtiment, ce qui fait que je pense qu'il y a moins de risques, en tout cas sur l'UICN, que concernant maintenant ce qui est annoncé sur le VVF. Alors l'impact direct, il est évidemment extrêmement difficile à chiffrer, mais comme vous le dites, c'est une centaine d'emplois, une centaine de familles qui habitent dans la région, qui vont forcément, on l'imagine, quitter la région du coup. Alors, ce qu'on attend, nous, du VVF maintenant, c'est qu'on puisse avoir un contact. Tout d'abord, d'avoir un contact. Ensuite, c'est clair que pour nous, c'est important de pouvoir avoir une discussion avec le VVF et le service de l'emploi au niveau cantonal pour pouvoir déterminer aussi des modalités et de la manière dont les choses vont se passer. Savoir exactement ce qu'il en est, quelles sont les retombées de cette décision. Je précise que le VVF est le siège mondial qui est touché ici à Gland. C'est quand même une structure assez spéciale avec un certain nombre de personnes qui sont finalement qui ont un statut quasiment d'expatriés, c'est-à-dire de personnes qui viennent de l'étranger, qui ont peut-être des chances de pouvoir être réemployées ailleurs dans le monde par le VVF. Pour nous, c'est aussi important de voir quelles sont les incidences sur des personnes qui seront réellement touchées en Suisse. Merci Gérald Cretonnier pour cette réaction. Je vous propose maintenant d'écouter celle de Marco Lambertini, c'est le directeur général du VVF. Lorient Cavalieri l'a rencontré, un entretien enregistré hier dans nos locaux. Marco Lambertini, bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir reçu. Voilà, vous êtes le directeur général du VVF international. On a appris la semaine prochaine que sur les 170 employés glandois, une centaine de postes allaient peut-être disparaître. Pourriez-vous m'expliquer la situation que vit le VVF international ? Tout d'abord, j'aimerais rappeler que les discussions ont été entamées il y a un peu plus d'un an maintenant et la question était comment le VVF peut avoir un impact encore plus fort en regard des défis futurs qui attendent la planète. Nous avons eu des discussions l'an passé, un processus de consultation et maintenant nous avons un plan et nous voulons le développer pour devenir une organisation globale pour soutenir notre réseau international et pour mieux servir notre mission. Comment expliquez-vous que cette nouvelle ne soit sortie que la semaine passée et pourquoi cette nouvelle a fait tant parler la presse ? Après ces consultations, notre plan est maintenant plus clair. Nous sommes à un point où nous commençons à annoncer notre vision, la direction que nous souhaitons prendre. Il y a eu beaucoup de consultations à l'interne. Nous n'étions pas encore prêts à la communiquer à l'externe. Maintenant, le moment est venu et je suis très content d'être là pour enfin expliquer notre plan. C'est pour ça que la pression médiatique était intense la semaine dernière. VVF est une grande marque. Nous sommes une grosse organisation très connue qui suscite beaucoup d'intérêt. D'accord. On parle d'un recentrement du VVF international sur l'Afrique, à Nairobi, où il y a déjà beaucoup de services des Nations Unies. Est-ce que c'est les plans du VVF international d'aller à Nairobi ?
C'est pas juste Nairobi. Nairobi est l'un de nos nouveaux pôles, donc nous allons relocaliser une partie de notre personnel, mais j'aimerais être clair, nous allons continuer à avoir une présence à Gland et notre quartier général va rester à Gland où je serai toujours basé. Nous avons décidé de décentraliser sur divers pôles régionaux afin d'être plus forts et d'avoir une plus forte présence sur différentes régions du monde. L'Afrique en est une. Nairobi est une place incontestée parce que c'est déjà un pôle pour les organisations de développement et de conservation. Donc nous espérons par une présence forte à Nairobi que nous pouvons nous engager sur de meilleures relations avec d'autres partenaires et étendre notre stratégie. L'Afrique est le continent qui d'ici les 20 prochaines années va subir beaucoup de pression de la part des gouvernements pour son développement. Donc nous voulons être plus forts et soutenir notre réseau africain pour répondre et pour sauver la nature et les gens en Afrique. On sait qu'à Gland, il y a l'IUCN qui est venu notamment parce qu'il y avait le VVF à Gland. Est-ce que vous pensez que cette organisation pourrait elle aussi vous suivre à Nairobi ? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit précédemment, seule une partie du personnel sera relocalisée à Nairobi. Les bureaux de Gland vont rester à Gland, vont continuer à jouer un rôle majeur. Donc je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour l'UICN de bouger. Donc honnêtement, je ne pense pas. S'il déménage, ce serait pour d'autres raisons. Et il faut poser la question directement à Anders Anderson, le directeur général. On parlait au début de cette interview de 170 postes. Combien de postes allez-vous garder à Gland exactement ? On ne sait pas précisément le nombre de personnes car les chiffres ne sont pas précis. Ils le seront d'ici à quelques semaines. Mais on parle d'une centaine de personnes sur les 170 basées à Gland. Gland continuera d'avoir environ 70 personnes et restera le bureau régional principal parmi ceux que nous développons. Il y en aura un à Singapour, un à Nairobi et encore un autre en Europe à définir. Enfin, un dernier en Amérique latine. Ce plan de réorganisation du personnel devrait se poursuivre jusqu'en 2017. Nous nous donnons une longue échéance pour permettre d'effectuer ces changements en douceur. La dernière chose que nous voulons, c'est d'avoir un impact trop difficile sur notre staff et sur nos travaux en cours. Donc nous nous donnons assez de temps pour effectuer cette transition, mais si nous avons l'occasion de faire cette opération rapidement, nous serons très contents de le faire plus vite. Pour finir cette interview, avez-vous des contacts avec les autorités glandoises ? Les avez-vous avertis de ce plan de licenciement ? Nous avons été en contact avec les autorités cantonales et maintenant que nous avons le plan clair à l'esprit, nous avons aussi approché les autorités de Gland. Nous ne pouvions pas le faire plus tôt car nous étions en plein milieu du processus et nous n'avions pas les chiffres définitifs. Maintenant que nous avons une image plus claire, nous pouvons le faire. Marco Lambertini, directeur général du VVF International. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup à vous. Vous avez certainement déjà entendu parler du projet de café social dans le nouveau quartier de la Petite Prairie à Nyon. Des voix se sont élevées contre l'ouverture de cet établissement, des voisins surtout, craignant des nuisances. On va se rendre sur place avec Florian Cavalieri, qui est en compagnie des initiateurs du projet. Puis on se retrouve ensuite sur le plateau pour poursuivre la discussion. Eh bien voilà, je suis en compagnie des époux Mulcock, Christine et Jason, devant cette arcade qui fait couler tellement d'encre à Nyon. Nous sommes à l'Emporium. Alors, ce projet de restaurant, Christine, quel est-il ? Alors, nous espérons pouvoir ouvrir un café ici prochainement. La mise à l'enquête est finie. Le projet, c'est d'ouvrir un café avec aspect social où l'on engage du personnel légèrement handicapé. Voilà, alors comme on peut le voir, c'est une petite arcade, 25 places assises, des manches debout, éventuellement 2-3 tables dehors. Pourquoi ça fait couler autant d'encre ? Pourquoi autant d'attention sur cette arcade ? Alors, il y a eu un autre projet dans une des autres arcades ici qui était plus important, avec des horaires d'ouverture jusqu'à minuit, avec de l'alcool. Et puis, l'endroit est beaucoup plus proche des appartements. Donc, la PPE a fait opposition et ils ont interdit tout autre restaurant dans le quartier. Voilà.
Ok, on a pu voir aussi dans la presse que vous aviez été victime, notamment de corbeaux, de gens qui agissent un petit peu à couvert. Là, on pénètre dans cette arcade. Votre sentiment, c'est quoi? C'est une peur du handicap ou vraiment un aspect juridique, comme on a pu le lire, par rapport peut-être à une moins-value sur ces appartements en PPE qui sont situés au-dessus de cette arcade? Je pense que c'est plutôt le deuxième point. C'est ce qu'ils ont dit pendant des réunions, parce que nous étions invités à des réunions PPE. Et puis ils ont dit c'est plutôt les nuisances, donc les odeurs, le bruit et puis la fumée sur la terrasse et des choses comme ça. Mais Christine, là, je vois pas de fumée, je vois pas de friture. Votre projet, on peut le voir là sur le mur. Qu'est-ce qu'on voit? Des chocolats chauds, des bagels. Vraiment, le but, vous avez tout fait pour que les gens et le voisinage, finalement, ne soient pas impactés par ce café. Bien sûr, le but, c'est pas d'embêter les voisins ou les copropriétaires. Le but, c'est de créer un petit espace très cosy avec un endroit très chaleureux où des personnes handicapées seront engagées, mais qui invite le voisinage de se réunir ici, de venir boire un petit café, de manger un muffin l'après-midi. J'ai promis qu'ici, il n'y aura que la petite restauration et pas d'alcool, et je tiens à cette promesse, c'est clair. Alors Jason, ce qu'on a pu lire aussi, c'était un problème d'horaire élargi, puisque vous avez des horaires définis, mais vous avez quand même demandé à avoir des horaires plus larges. Expliquez-nous pourquoi. Alors, il y a ce point de moins-value pour nous aussi. Donc, le projet, comme dit mon épouse, est de fermer à 18h les jours de la semaine et 15h le samedi. Par contre, le feedback qu'on a eu, parce qu'on a fait une présentation aussi porte ouverte en automne, des autres voisins du quartier était que c'est dommage que vous n'ouvrez pas le dimanche parce qu'on aimerait bien faire des brunchs le dimanche. Donc on a laissé cette partie ouverte pour l'enquête pour dire voilà, ça nous intéresse aussi dans le futur de pouvoir élargir les horaires et aussi dans le cas éventuel où nous revendons l'arcade à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas restreint par ces restrictions. On peut dire aussi finalement qu'un lieu qui est occupé, ça apporte finalement de la sécurité dans le quartier. Donc là, ça pourrait apporter finalement une plus-value parce qu'il y a une occupation, il y a des gens qui sont là. Ça peut éviter finalement des gens malveillants de se déplacer librement dans un quartier tel que celui-ci. Tout à fait, c'est notre but de contribuer à la vie du quartier. Exactement, c'était depuis le début et nous pensons aussi que c'est un plus-value. Christine, au départ, vous avez failli laisser tomber et finalement, il y a eu un élan de solidarité, tant de la société civile que des politiques. C'est ça qui vous a persuadé de continuer. Tout à fait. Alors déjà, c'est le soutien de la commune de Nyon, mais aussi du public. J'ai eu énormément de lettres de soutien, des appels, des réponses sur Facebook, des gens qui nous ont demandé si on devrait faire des pétitions, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Mais je dois admettre que pour moi, ceci est un projet de vie. Je rêve de ce projet depuis très très longtemps. J'ai 2 enfants qui sont touchés du syndrome de l'X fragile. C'est un handicap mental léger. Et je me fais des soucis pour leur futur. Et je pense que c'est tout à fait compréhensible qu'une maman qui a 2 enfants pour lesquels elle se fait des soucis, aimerait bien planifier leur futur et créer des emplois non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres personnes qui sont dans la même situation difficile. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a particulièrement touché parmi tous ces soutiens? C'était plutôt la phrase par tout le monde qui nous a dit il ne faut surtout pas abandonner ce projet et c'est extraordinaire et on aimerait bien voir le jour de ce café. Alors Jason, justement, l'ouverture de ce café, pour rappel, là on a terminé la mise à l'enquête, 1 mois de mise à l'enquête, il y a en tout cas une opposition, il y en aura peut-être plusieurs, ça risque de prendre encore du temps de lever ces oppositions. Quand est-ce qu'on pourra voir ce café social à l'Emporium? C'est la grande question. Heureusement, nous avons le temps sur notre côté, nous ne sommes pas pressés. Donc on laisse courir le processus, la procédure, et puis avec la commune pour la procédure, pour l'enquête. Et juste un mot sur les membres copropriétaires de la PPE. Nous sommes profondément désolés qu'il y en a qui ont voté pour ce projet. Et puis maintenant, ils sont un peu tirés dans ce conflit avec la majorité qui diminue d'ailleurs parce qu'il y a eu 2 votes qui sont contre. Et puis, dernier point, désormais, vous êtes aussi officiellement propriétaire de votre arcade. Vous aurez donc droit de voix à la PPE. Ça risque de changer quelque chose, peut-être?
Nous faisons partie maintenant de la PPE et ça, je m'en réjouis. Comme on a dit, on aimerait contribuer au quartier et surtout à la PPE. Donc il y a d'autres sujets aussi autour qui touchent la PPE. On aimerait bien contribuer pour que ça soit bien pour tout le monde. Jason et Christine, merci beaucoup de nous avoir présenté votre projet. On va suivre ce dossier et on espère bientôt pouvoir assister à l'inauguration officielle de ce café social. Et comme promis, on se retrouve sur le plateau avec Christine Mulcock. Bienvenue. On a vu les difficultés, les problèmes rencontrés à ce jour. Vous parlez de projet de toute une vie pour vous. En quoi ce projet est si important pour vous finalement? Je suis maman de 3 enfants, dont 2 garçons qui sont touchés d'un handicap mental. Ils sont touchés du syndrome de l'ex fragile, c'est une maladie génétique héréditaire. Et je sais que mon fils aîné est touché de cette maladie depuis qu'il a 6 ans. Il est quand même assez autonome et il a des très bonnes compétences dans la vie quotidienne. Et je me suis assez tôt rendu compte que pour lui, pour le futur, il y a des options assez limitées de trouver un emploi. En Suisse, on a des ateliers surveillés où les personnes travaillent sous surveillance. Ça ne convient pas à tout le monde. À part ça, il pourrait trouver un emploi ailleurs, dans un supermarché, où il serait la seule personne handicapée dans une équipe en guillemets normale. Et très souvent, ces personnes-là, ils ne sont pas intégrés dans l'équipe. Ils ne sont pas invités à sortir le soir après le travail. C'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien ouvrir un café où j'engage une partie du personnel qui est handicapé, où on forme une équipe mélangée. Insérer justement ces personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, c'est votre but, votre mission avec ce café. Oui. Alors pour moi, je pense que c'est enrichissant pour les personnes qui surveillent ou qui guident un petit peu les personnes handicapées, et bien sûr aussi enrichissant pour les personnes handicapées qui ont toujours un très fort besoin de se sentir utiles et appréciées et qui veulent vraiment être intégrées dans la vie ordinaire et gagner un salaire, faire partie de la vie de tout le monde. C'est si difficile que ça, justement, d'insérer professionnellement une personne en situation de handicap? Tout à fait, on trouve des emplois, mais comme j'ai dit, ces employés font partie d'une équipe normale, alors ils sont rarement vraiment intégrés. C'est déjà une question d'organisation. Si par exemple votre enfant handicapé ou votre fils handicapé travaille dans un supermarché et on le demande, est-ce que tu as envie de venir boire une bière avec nous après le travail? Il ne peut pas se déplacer, il n'a pas de permis à conduire. Et bien sûr, au niveau intellectuel, il y a très peu d'échanges entre lui et d'autres personnes qui ne sont pas touchées dans le handicap. Alors, vous êtes membre d'une association, Fraxas. C'est ça. Parlez-nous justement de cette association. Le but est toujours le même. Oui. Alors, Fraxas, c'est l'association suisse du syndrome de l'ex fragile. Le syndrome de l'ex fragile est encore très, très peu connu en Suisse. Dans d'autres pays, c'est plus connu. C'est une maladie génétique héréditaire et la première cause du retard mental héréditaire et la deuxième cause du retard mental après la trisomie 21. Les personnes trisomiques, on voit qu'ils sont touchés d'un handicap. Ceci est un désavantage pour eux, mais c'est aussi un certain avantage parce qu'on sait tout de suite qu'on parle à une personne qui est touchée d'un handicap. Les personnes qui sont touchées du syndrome de l'ex fragile sont très souvent physiquement complètement normales, on ne voit rien. Et bien sûr que très souvent, ça cause des problèmes pour le public. Quand on s'adresse à une personne touchée du syndrome de l'ex fragile, on lui pose des questions, il répond d'une façon complètement inappropriée ou il montre des comportements qui ne sont pas attendus. Et ça cause pas mal de problèmes parce que nous, comme parents, on est toujours obligés d'expliquer devant l'enfant, écoutez, mon fils, il est handicapé. Alors nous, comme association, nous nous engageons à aider, à soutenir les familles qui sont touchées du syndrome de l'ex fragile. Et on fait un échange non seulement au niveau de la Suisse, des différents cantons de la Suisse, mais aussi au niveau européen. On a une fois par année une réunion avec toutes les associations européennes et aussi au niveau mondial. Il y a un site, fraxas.ch, donc Fraxas.ch.
tout simplement, fraxas.ch, sur lequel on retrouve toutes les informations relatives à cette association. Merci beaucoup, Christine Mulcock, d'être venue nous en parler sur ce plateau. Et puis, plein succès, évidemment. On vous tient les pouces pour ce café au bord de la mer qui verra, on l'espère, rapidement le jour du côté de Lyon. Merci à vous. Merci. Les CFF entreprennent d'importants travaux dans la région. C'est le cas à Gland, à la gare de Gland. Le chantier a démarré il y a quelques semaines déjà et ce sera également le cas à Rolle l'année prochaine. Frédéric Reva, vous êtes le porte-parole des CFF. Bienvenue sur ce plateau. Pourquoi tous ces travaux à Gland et à Rolle ? Alors, dans l'arc lémanique, nous avons toute une série de travaux. D'une part, Léman 2030, ce sont des grands travaux d'infrastructure qui visent à doubler le nombre de places assises entre Genève et Lausanne et à doubler aussi les cadences des trains régionaux à Lausanne et à Genève. Et à côté de ce programme, nous avons aussi un grand programme national d'adaptation des gares qui concerne les gares de Rolle et de Gland et qui consiste à améliorer tous les accès aux quais, à rehausser les quais, de sorte qu'on puisse accéder finalement au train dans les meilleures conditions de confort possible. Alors ce sont des sommes très importantes qui sont investies par les CFF. On parle de 30 millions à Gland, 19 millions à Rolle. Oui, tout à fait. Et puis Léman 2030, qui va toucher aussi les habitants de la région, c'est une somme d'investissement au total de 3,8 milliards. Alors, petit info-service, on va dire, puisque ce week-end, justement, à cause des travaux en gare de Gland, il y aura des trains qui seront supprimés entre Morges et Genève. Oui, alors ce week-end, effectivement, les trains ICN qui font d'habitude la liaison entre Morges et Genève, ces trains-là seront supprimés et les clients empruntent l'offre des interrégiaux, des intercities et des régios express qui circulent normalement sur cet axe, avec des trains interrégiaux aussi qui font des arrêts exceptionnels en gare de Morges. Alors vous l'avez dit, le gros chantier qui vous attend, c'est vraiment l'axe Lausanne-Genève, 3e, 4e voie. Ça, c'est pour d'ici quelques années, c'est ce projet 2030. Oui, alors le projet Léman 2030 a déjà débuté. Les premiers travaux, c'est les adaptations des nœuds de Lausanne et de Genève, avec aussi quelques travaux entre Lausanne et Genève. Dans la région, c'est surtout les gares de Mie et de Chambésy qui sont en travaux. Les travaux ont déjà commencé en été 2015. Et puis ces travaux, pour un montant d'environ 100 millions de francs, visent à doubler les cadences des trains régionaux. C'est-à-dire que d'ici 2018, on aura des trains régionaux qui passeront à la cadence au quart d'heure entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge. On a quand même beaucoup parlé de ces suppressions de trains en gare de Nyon notamment, et la population, les pouvoirs politiques ont manifesté leur désaccord, leur désapprobation. Oui, alors chaque fois qu'il y a des changements d'horaire, malheureusement, parfois il y a aussi des clients qui sont pénalisés, mais c'est vraiment une petite minorité. Là, comme vous le voyez, nous sommes dans une dynamique d'accroissement de l'offre, d'investissement. Si je prends l'exemple par exemple de l'horaire 2013, nous avons doublé la cadence des régios express qui viennent desservir les gares de Coppet, Gland ou aussi Rolle. Et puis si on regarde effectivement l'arrêt des ICN qui a dû être supprimé en gare de Nyon, depuis l'horaire 2016, vous gagnez tout de même 8 minutes sur votre temps de parcours Nyon-Bienne avec un arrêt qui se fait, un changement de train qui se fait à Morges et non plus à Lausanne. Il y a une perte de confort finalement, c'est ce que reprochent les gens parce qu'il faut changer de train. Alors pour l'énorme majorité des clients, c'est plutôt une amélioration du confort avec de nouveaux trains, une amélioration des correspondances. Mais effectivement là, ça concerne peut-être environ 3% des clients en gare de Nyon qui perdent les derniers trains ICN qui permettaient de leur faire la liaison avec Bienne, bien que 2 trains soient maintenus de 2 arrêts de train ICN chaque jour à Nyon. Alors vous êtes bien évidemment venu en train. Il était à l'heure, tout allait bien. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Cet axe Lausanne-Genève, il est souvent confronté à des problèmes de retard, de suppression même carrément de trains. Comment est-ce qu'on y fait face ? Alors je ne crois pas qu'il soit souvent aux prises avec des pannes. On a l'impression d'en entendre souvent parler. Bien sûr que l'axe Lausanne-Genève, c'est une ligne dans laquelle convergent 3 lignes ferroviaires, donc la ligne du Pied du Jura, la ligne du Plateau et celle du Valais. Donc effectivement, il y a une énorme densité de trafic avec aucun itinéraire alternatif qui permet de dévier les trains par un autre itinéraire. Donc dès que vous avez la moindre panne, ça fait des retards en cascade qui se reportent effectivement sur tout cet axe qui est fréquenté par plus de 50 000 personnes par jour. Mais les pannes ont bien diminué depuis, je dirais, une dizaine d'années, avec de nombreuses mesures qui ont été mises en place, de modernisation, d'entretien. Et là, nous sommes clairement dans une dynamique d'investissement sur cette ligne pour en accroître le confort et la fiabilité. Il y a un facteur contre lequel vous ne pouvez évidemment rien faire, c'est les accidents de personnes. On en entend souvent parler aussi, malheureusement.
Oui, alors il y a effectivement de temps en temps des accidents de personnes qui ne concernent pas seulement cette ligne, mais qui concernent toutes les lignes ferroviaires de Suisse. Et là, nous sommes effectivement tributaires, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons vraiment influencer. Et nous sommes aussi tributaires du travail des autorités et des polices. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Reva d'être venu nous parler de tout cela sur ce plateau. Et bon retour en train en direction de Lausanne. Migros Genève a acquis la franchise de Bagelstein. C'est une enseigne très présente en France et qui va débarquer à Nyon dans un premier temps. Harry Allegreza, bienvenue. Vous êtes le directeur du département des marchés spécialisés de Migros Genève, on le précise. Alors, on est peut-être un peu surpris de voir que c'est Migros Genève qui s'occupe de la région noniaise. Petit rappel historique de cette présence de Migros Genève ici, et pas Migros Vaud. Je rassure tout le monde, je ne suis pas là en catimini et à l'insu de mes collègues vaudois pour les pentes de vitesse sur le marché des bagels, non, pas du tout. C'est un historique qui est là et qui m'a bien précédé puisque depuis la création des deux coopératives, successivement en 1945 pour Migros Genève et en 1946 pour Migros Vaud, il a été défini un petit peu le territoire et la répartition des périmètres entre Genève et Lausanne, entre la coopérative de Migros Genève et de Migros Vaud. Et il a été décidé à l'époque déjà que le rayon d'action de Migros Genève irait jusqu'à, non pas Nyon, mais Gland. Et historiquement, nous avons des magasins à Nyon et à Gland, et c'est en bonne convivialité avec nos collègues vaudois qui, eux, reprennent ensuite le flambeau, si j'ose dire, de Pirol. Alors, Bagelstein, ce sont des bagels, comme son nom l'indique, que vous nous présentez comme une alternative saine et de qualité pour la restauration rapide. Oui, d'abord une alternative à Migros, puisque, vous le savez, Migros est déjà très présente sur le marché de la restauration, plus particulièrement celui de la restauration rapide qui se développe fortement. Nous avons des takeaways qui répondent déjà parfaitement à la demande et qui donnent satisfaction avec une offre très large, diversifiée. Mais là, vous allez faire concurrence à vos propres takeaways. Mais l'évolution des besoins des consommateurs et leur mode aussi de se restaurer, notamment sur la pause du déjeuner, a beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est important de répondre à cette attente et d'évoluer avec eux. Et nous avons constaté que non seulement ils souhaitent aujourd'hui se restaurer toujours avec une certaine rapidité, c'est-à-dire en prenant peu de temps, mais ils sont attentifs à d'autres éléments. Ils sont attentifs notamment à la qualité de ce qu'ils mangent, donc à la qualité des produits. Et ils sont attentifs aussi à l'équilibre, le côté sain de ce qu'ils mangent. Et donc, lorsque nous avons découvert le concept des bagels d'abord et puis de Bagelstein ensuite, nous nous sommes dit que c'était une bonne réponse, une bonne alternative, non pas simplement à ce que nous proposons déjà, c'est-à-dire l'offre des takeaways, mais également aux traditionnels burgers et autres kebabs, dont on peut se poser la question s'ils sont vraiment sains. Au quotidien en tout cas. Alors vous mentionnez effectivement kebab, burger, sandwich. Il y a de très nombreuses enseignes. Il y a aussi tous ces food trucks qui se déplacent, qui viennent vers le client, vers le consommateur. La concurrence, elle est énorme dans ce domaine. Oui, alors c'est sûr qu'on n'est pas les premiers à venir avec une proposition d'offre de bagels. Ce qui fera la différence par rapport à cette franchise qui, je le rappelle, va mettre en place des boutiques indépendantes, Bagelstein, telles qu'elles existent d'ailleurs ailleurs en France en l'occurrence, mais qui va proposer naturellement des produits frais, puisque Migros va agir en tant que fournisseur, notamment pour le pain, mais pas seulement, et ce qui va garantir à ces boutiques, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, mais là je veux crier personne, mais on sait quelles sont les pratiques dans le domaine du bagels, ce ne seront pas des bagels congelés, ce seront des bagels faits quotidiennement avec des pains produits par notre production de pain quotidienne, qui seront livrés aux boutiques tous les jours et qui seront préparés ensuite devant les clients. Dans le communiqué de presse, vous parlez d'innovation, mais aussi d'humour. Comment est-ce qu'on fait de l'humour avec un bagel ? Oui, alors c'était la deuxième dimension que je voulais mettre en évidence tout à l'heure. Les clients sont sensibles à se restaurer vite, mais aujourd'hui de manière équilibrée, en faisant attention aux produits. Ils sont aussi très sensibles à l'environnement dans lequel ils vont se restaurer. La pause de midi, c'est aussi une pause. Ça veut dire qu'on aimerait retrouver, quand on prend sa pause, un environnement qui vous convienne, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous identifiez aussi un peu. Et je crois que la force de Bagelstein, ça a été non seulement de miser sur la qualité et la fraîcheur, c'est ce que j'expliquais avec le partenariat avec Migros sur la fourniture des matières premières et du pain, mais également de mettre une touche d'humour, un environnement de détente, un humour d'ailleurs un peu décalé, un peu caustique, qui va aussi surprendre je pense, les jeunes consommateurs. Et puis, peut-être une façon de combler un vide. Vous savez qu'un bagel, c'est un pain avec un trou. Eh bien, Bagelstein, comme se trouve, avec beaucoup d'humour. Ouais. Eh ben, on se réjouit de voir cela. Il y aura un premier point de vente à Nyon, donc. Ce sera courant deuxième semestre de l'année. Alors, on a un objectif, c'est septembre. Si on arrive à être là pour la rentrée, ce sera encore mieux. Vous avez peut-être pas encore cité le lieu, mais c'est à Nyon-la-Combe. Donc, un premier site à Nyon, c'est déjà formidable, parce que Nyon est une ville qui présente un contexte
parfaitement, je dirais, adéquat à une première boutique. Ensuite, on est au centre-ville avec le centre de Nyon-Lacombe. On est au centre d'un centre commercial qui peut demander mieux. Et puis, on a une clientèle qui, par le fait qu'elle est dans ce centre commercial, elle est très diversifiée, puisqu'on a à la fois les clients de la ville et en même temps les clients très proches des différentes écoles et autres environnements étudiants qu'on a autour. Donc, c'est formidable de pouvoir ouvrir à Nyon. Puis Nyon est entre Genève et Lausanne. Donc, ça nous permettra d'avoir un point de démarrage pour ensuite ouvrir dans les prochains mois des boutiques à Genève et Lausanne. Il y en aura donc très évidemment en Suisse romande et dans toute la Suisse. Dans les CFF aussi peut-être? Dans les gares? On a presque commencé à en parler. Eh ben on verra cela, c'est peut-être de la musique d'avenir. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau pour parler de tout cela. Et puis avec le retour des beaux jours, d'autres solutions pour manger sur le pouce s'offrent à nous. Ces restaurants provisoires ou buvettes, appelez-les comme vous le voulez, sont une alternative. Donc à Nyon, il y en aura 3 sur les quais de Rive, cette année encore, la Grande Jetée, le quai et la Jetée du Port. Et puis autre exemple avec la Roulotte, à Nyon toujours, qui vient de démarrer sa saison et Andrea Braslopo était à l'ouverture. Les beaux jours sont arrivés et la Roulotte de Nyon s'est à nouveau installée derrière la gare. Le petit bar éphémère a retrouvé ses quartiers pour le plus grand plaisir de ses fondatrices. C'est super, on est hyper contente et puis il fait beau. C'est la 7e saison, donc on est chaque fois hyper émue, hyper contente, hyper dans l'amour et le bonheur de pouvoir continuer cette histoire, quoi. L'histoire, c'est celle de 4 copines avec la même idée en tête, celle d'ouvrir un café alternatif. Pour ce faire, elles créent l'association Trait d'Union et ouvrent la Roulotte. Décidée à mettre un peu de peps dans la région, elle dégote une vieille caravane en bois rouge, des tables et des chaises. Pendant la première saison, tout le monde travaille de manière bénévole. 6 ans plus tard, les filles sont toujours là et leur petite affaire fonctionne. Chaque année, on arrive finalement à augmenter un peu tout le monde pour avoir le plus possible des salaires décents, parce qu'on essaye d'être le plus éthique possible, mais ça se passe très très bien. Tellement bien que les filles de la Roulotte sont nominées comme personnalité de la côte 2015 et arrivent en 5e position. C'est génial. Souvent, on nous demande, on dit que des filles. Et en fait, je sais pas, on doit être des filles formidables parce que vraiment, c'est juste super, quoi. Il y a pas de tension. S'il y a des tensions, on les règle tout de suite. Et puis, c'est vraiment... c'est du pur bonheur, quoi. Devenue un lieu de rencontre incontournable pour les habitants de la région, la buvette saisonnière doit son succès à la mixité sociale et générationnelle. Et ça, c'est le truc qui, chaque année, m'émeut et me touche. Je me dis, mais on a réussi, quoi. Il y a des cadres, il y a des gymnasiens, il y a des personnes âgées, il y a des familles, il y a des ados, il y a vraiment de tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus grand succès de la Roulotte. Vous êtes des habitués de la Roulotte ? Bah oui, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sirop. Et c'est bon le sirop. Et du coup, vous avez craqué sur quoi pour manger ? Une petite planchette. Alors pour l'ouverture, on a préparé, il y a une tortilla aux pommes de terre et betteraves. C'est agréable parce que c'est des filles qui servent du coup ? Ah bah oui, mais oui, elles sont très jolies effectivement. Où est-ce que vous allez chercher tous ces ingrédients ? Ils viennent tous du marché. On les a achetés chez Alex, qui a le marché à Nyon. Quand Alex n'est pas là, on va au marché des Violettes, qui est le marché bio. C'est simple, c'est tranquille, c'est pas prise de tête. Et puis les gens sont très sympathiques. Ce qui me plaît, c'est que c'est dehors, c'est qu'on rencontre toujours quelqu'un de différent. Je trouve l'endroit c'est sympa et étant donné que c'est sa sœur qui passe ici, c'est toujours sympa de dire bonjour. On voulait venir pour les soutenir pour la réouverture de la Roulotte et qu'il fait beau, donc c'est très agréable de passer un moment en terrasse au soleil. Bah oui, l'été, il y a souvent des filles qui traversent aussi par là, donc c'est plutôt pratique. C'est le bon spot, c'est ça ? Voilà, exactement. Je viens soutenir la Roulotte aussi parce que c'est que des jeunes qui font ça depuis plusieurs années maintenant et c'est vraiment énormément de travail. Et un grand investissement, on ne se rend pas compte des heures qu'elles font. Vous espérez que cet endroit il reste à l'avenir ? Bah oui, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que ça peut apporter à la ville de Nyon ? Du plaisir. Ouais, je sais pas, un endroit branché. Qu'est-ce que vous espérez pour cette édition ? Que ça continue, quoi, simplement. Un souhait tout simple, même si dans l'idéal, les 4 copines avouent vouloir ouvrir un café permanent et mettre leurs petits plats dans les grands. Et je vous invite maintenant dans notre machine à remonter le temps. Imaginez-vous l'espace d'un instant en 1900. C'est ce qui va se produire à Rolle au début du mois de juin avec cette manifestation intitulée tout simplement Rolle
1900. 2 personnes pour nous en parler. Patricia Jaïs, vous êtes l'organisatrice de l'événement. Bienvenue à vous. Et puis Eva David, vous allez vous occuper de toute la mise en scène de cette fête. Alors vous êtes déjà équipés en tenue d'époque. Pendant 2 jours, ce sera les 4 et 5 juin. On va vivre dans une autre époque, justement. D'où vous est venue cette idée ? Bien, nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec Eva David sur cet événement dans d'autres contextes. Et puis on s'est rendu compte que c'était une époque qui plaisait beaucoup et qui permettait aussi de varier les thèmes, les tableaux, de faire beaucoup d'animations. Il y aura de la musique, il y aura des chansons, il y aura plein de choses, il y aura des surprises aussi. Il y aura plein de choses. Il y aura beaucoup de choses, il y aura des jeux pour enfants. C'est vraiment une fête qui se veut ouverte à toutes les générations. Donc on pourra à la fois déguster du vin et aussi les enfants pourront jouer au hockey sur gazon. Il y aura aussi... Il y aura de l'opérette, il y aura une exposition, il y aura de la gymnastique d'époque, des combats d'épée, enfin de cannes. Voilà, il y aura une grande parade costumée. On espère d'ailleurs que vous serez nombreux à venir costumer pour défiler le long de la Grande Rue qui sera fermée à la circulation le samedi. Donc ça sera vraiment une fête assez importante. Ça sera, j'imagine, effectivement un rendez-vous haut en couleur parce que le but, c'est que les gens viennent déguisés, entre guillemets, habillés, costumés en habits d'époque. Voilà, d'ailleurs, dans ce but, on a créé un atelier où donc des bénévoles sont venus pour nous aider à créer des costumes, donc soit à partir de choses existantes, soit donc vraiment une pure création. Et ces costumes seront disponibles à la location. On invite aussi les gens qui le souhaiteraient à venir customiser un habit qu'ils pourraient avoir. Donc en général, pour les femmes, c'est une jupe longue, un chemisier un petit peu romantique. Voilà, un chapeau. On peut faire des choses avec un chapeau. Avec une base de chapeau, on peut vraiment faire quelque chose de très spectaculaire. Et sans oublier les canotiers, parce que le canotier, c'était vraiment le chapeau. Donc le canotier, c'est ces petits chapeaux en paille très simples, qui étaient aussi beaucoup portés par les hommes. Et pour les hommes, comment on doit s'habiller? La moustache. C'est la moustache qui fait l'homme. Alors pour les hommes, par exemple, simplement un gilet sans manches. Ça c'est pour les gens qui étaient un petit peu les paysans, etc. Qui se retournent. Et puis après, il y avait effectivement les bourgeois aussi. Alors les bourgeois, c'est le frac, le haut de forme. Il y avait des choses très, très habillées pour les hommes. Donc on pourra venir dans cet atelier pour effectivement customiser, créer un costume. Et puis pour ceux qui le veulent également, on peut louer. Vous allez mettre à la disposition des gens des costumes en location. Tout à fait. Comment ça se passe ? Précipitez-vous, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, comment ça se passe ? Alors, ce sera sur rendez-vous. Pour l'information, vous allez pouvoir vous retrouver sur le site. Donc, nous avons fait un site Roll 1900 et une page Facebook. Et vous avez donc toutes les coordonnées. Mais l'idée, c'est que les gens prendront rendez-vous pour venir choisir un costume. Donc, on va les conseiller. Ou ils peuvent venir avec, par exemple, une jupe longue en disant mais comment on pourrait en faire quelque chose qui serait dans le thème de l'époque. Donc, simplement, nous, on rajoute des dentelles. On fait un certain nombre de choses. C'est une fête qui se destine aussi aux enfants, évidemment, parce que j'imagine qu'eux, ils vont voir ça avec des grands yeux, et puis il faut qu'ils puissent participer à l'événement. Tout à fait, il y a plusieurs associations locales qui vont créer des animations pour enfants avec des jeux anciens, et donc la possibilité aussi pour les parents de pouvoir faire autre chose pendant que leurs enfants seront occupés. Le but, c'est de faire de cette manifestation un événement annuel. C'est la première édition à Roll. Vous allez voir un peu comment ça se passe, puis essayer de renouveler l'expérience. Oui, donc on a effectivement créé cette manifestation dans ce but-là. Et puis, si la première édition se passe comme on le souhaite, s'il fait beau, s'il y a beaucoup de monde qui se déplace... D'ailleurs, on aura la CGN qui va aussi jouer le jeu en affrétant un bateau Belle Époque spécialement sur sa ligne, donc ils débarqueront des passagers. L'idée, c'est d'en faire quand même un événement pérenne et puis qui réunit chaque année davantage encore d'animations et de participants. En tout cas, on le souhaite. Donc, peut-être que l'année prochaine, on se retrouvera, ça c'est déjà une première chose. On aura peut-être droit à un train d'époque, qui sait. On a parlé des CFF tout à l'heure. On vient d'en discuter, mais ça semble difficile. Mais on en a discuté, on pourrait l'imaginer. Le problème, c'est plutôt les rails qui vont manquer. Les trains existent, mais c'est les rails
rails qui vont poser problème. Ouais, et puis, il y aura peut-être aussi des véhicules d'époque qu'on aura l'occasion d'admirer. Au cours de la parade, il y aura effectivement quelques voitures anciennes que des collectionneurs ont la gentillesse de faire défiler. Il y aura aussi des calèches, il y aura des vélocipèdes. Et voilà, c'est à peu près... Effectivement, en transport, c'est déjà... en transport, c'est ce qu'on a pu réunir. Ouais. En tout cas, ça promet d'être haut en couleur et d'être très visuel, très, très spectaculaire. C'est ce qu'on souhaite, quelque chose de très spectaculaire, de très vivant et de très joyeux, à l'image de cette belle époque. Et on se réjouit de voir ça. Ce sera donc les 4 et 5 juin du côté de Rolle. Le site, on le rappelle, roll1900.ch tout simplement. Tout à fait. Et toutes les informations relatives à cette fête, elles sont disponibles sur le site. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Bon retour en 2016. Parce que vous allez quitter d'ici quelques instants quand même ces habits qui sont très jolis mais peu pratiques. Époque, effectivement. Et rendez-vous donc début juin à Rolle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, on va débattre du Conseil régional et de son comité de direction. Et puis, vous retrouverez la page culturelle avec la programmation de Paléo, édition 2016. En 1900, ça n'existait pas encore. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.